Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Kevin Finel. Une voix apaisante, une vie dédiée à la compréhension du cerveau et de son fonctionnement. La plupart des choses que l'on vit dans la vie de tous les jours, nos comportements, nos émotions, nos réactions, sont programmées à un niveau cérébral. Et si justement, nous pouvions modifier cette programmation, améliorer ce qui nous perturbe au quotidien, prendre conscience de nos réactions. L'être humain est complètement truffé de paradoxes et déjà c'est une énorme étape quand on en prend conscience en fait. On a des oppositions internes tout le temps. Et on serait pas intéressant si on n'avait pas d'opposition interne. Kevin nous partage sa vision. L'hypnose, c'est quoi? C'est l'idée que dans notre état de conscience ordinaire, on a peu d'action sur nous-mêmes. Il faut passer par un autre état de conscience pour agir sur nous-mêmes. Mais en fait, moi je pratique l'hypnose, mais quand tu regardes à peu près tous les systèmes qui existent d'accompagnement, de psychothérapie, en passant par le chamanisme, etc., il y a toujours un point commun qui est on va modifier l'état de conscience pour qu'il se passe quelque chose. Mais Kevin est avant tout un amoureux de la vie, avec ses propres peurs. Si tu prends ma principale peur, c'est de mourir. En fait, j'aime tellement vivre qu'en fait, je veux juste que ça s'arrête jamais. Dans cet épisode, nous abordons les émotions, les blocages et comment accepter nos paradoxes, nos dualités pour mener une vie plus épanouissante. Kevin Finel, formateur et praticien en hypnose, auteur mais aussi directeur de l'école d'hypnose L'Arche, nous livre un témoignage passionnant. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, un commentaire aussi, ce qui aide vraiment beaucoup ce podcast à évoluer. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu trouveras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Kevin. Salut Nico. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Ah bah écoute, très bien. Très heureux de partager ce moment avec toi. Ouais, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravi de t'avoir avec moi. Je t'avouerai que ça fait quelques temps que je te suivais. Je t'avais découvert au Salon Zen. D'accord, ok. Où j'étais venu te voir pour une dédicace. Okay. Et à l'époque, je t'avais proposé une interview de podcast déjà. Et tu as été l'une des premières personnes que à qui j'avais demandé. Bah, et écoute, ça fait plaisir. Ça a fait son temps. Et puis aujourd'hui, pour moi, je suis hyper content de t'avoir parce que tu étais vraiment une des premières personnes à qui j'avais pensé quand j'ai imaginé ce podcast. Bah écoute, merci. Ça me touche. T'es quelqu'un, je t'en ai parlé rapidement en off, t'as une voix hypnotique. T'as quelque chose d'ultra profond, mais je pense qu'on l'a déjà dit. On t'a déjà fait remarquer que t'as une voix particulière ? Écoute, oui, c'est marrant parce que j'en parlais il y a pas longtemps et je pense qu'en fait l'hypnose amène à conscientiser un peu différemment la voix. Puis il se trouve que j'ai fait du théâtre aussi parce que justement, je pense qu'au début de ma pratique, ma voix était pas du tout placée d'une certaine façon. Donc je suis allé chercher des outils du côté du théâtre aussi. Ouais. Et c'est vrai que dans l'hypnose, les gens ont les yeux fermés, ce qui reste c'est le lien avec la voix. Et c'est hyper intéressant que cette voix elle puisse transmettre des choses tout simplement et sécuriser aussi dans certains cas. Oui. En tout cas, elle est très radiophonique, elle est très dense, elle est même presque sensuelle, quelque part. Bah écoute, merci, je continue à... Alors, on va effectivement parler d'hypnose. Moi, j'ai envie de savoir un peu d'où tu viens pour être... tu vois, t'as même fait un TEDx il y a 10 ans autour de l'hypnose. Déjà, donc, ça débarque pas d'aujourd'hui. Je pense que t'étais même dans l'hypnose avant que ça existe ou qu'on en parle ou que ce soit présent. Moi, une première question, et tu le dis dans ton livre « Explorer les capacités de votre cerveau », tu dis au début... ou pas d'ailleurs, je sais pas si c'est au début, mais tu dis si on apprend à contrôler notre cerveau, si on n'apprend pas à contrôler notre cerveau, c'est lui qui nous contrôle. Exactement. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que la plupart des choses que l'on vit dans la vie de tous les jours, nos comportements, nos émotions, nos réactions, sont programmées à un niveau cérébral. Par exemple, si quelque chose arrive là et que ça te suscite une émotion, tu la choisis pas cette émotion, elle te vient en fait. Il y a quelque chose en toi qui décide de l'émotion qui va te venir. Et en fait, ton cerveau, il apprend à créer des réactions, il les automatise, ces réactions, et après, tu n'as plus aucune capacité à agir dessus. Donc si c'est la bonne réaction, ça va, mais si c'est pas la bonne réaction, tu es piégé avec ça, et tu as l'impression que tu n'as pas de contrôle dans ta vie. Et c'est ce que vivent la plupart des gens qui veulent changer. Tant qu'on veut pas changer, tout va bien, mais dès qu'on veut changer, on sent qu'il y a un truc en nous qui résiste à ce changement, et qu'en fait, le contrôle, c'est pas nous qui l'avons. Donc il y a vraiment, c'est un peu comme si on avait délégué énormément de choses à notre cerveau, et qu'au final, on est obligé de lui faire confiance après. Tu penses que c'est vraiment possible de changer ? Alors oui, oui, j'en suis convaincu, mais c'est une vraie question qui est pas simple. Pour le coup, ça veut dire quoi changer ? Moi, mon premier métier, c'était d'être accompagnant ou psychothérapeute, ça dépend comment on l'appelle. À l'époque, en tout cas, on disait psychothérapeute, maintenant le mot a un peu changé, mais d'accompagner des gens, en tout cas, dans le changement, et souvent des gens qui avaient des difficultés de changement. Après, c'est différent, un changement de comportement, par exemple pour une petite compulsion, ou un changement quand un traumatisme de vie nous a impacté à plein de niveaux. C'est pas le même type de changement, c'est pas au même niveau que ça se passe. L'un est évidemment plus complexe que l'autre, mais même dans ce cas-là, je pense que les gens peuvent se libérer des choses même difficiles qu'ils ont pu vivre dans la vie et retrouver une liberté, oui. Pourquoi la compréhension du cerveau est si
compliqué quelque part et si peu abordé? Pourquoi ça arrive si tard? Enfin, j'ai le sentiment en tout cas qu'on s'y intéresse si tardivement. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça dans l'humanité qu'on attribue au cerveau une fonction si importante que ça. Et même, ça fait pas si longtemps que ça qu'on comprend l'idée d'une psychologie humaine. Tu sais, les facs de psycho en Occident, elles datent d'il y a 70 ans à peu près. C'est récent quand même. Et quand tu regardes, si tu remontes au XVIIIe siècle, les gens n'avaient pas conscience que les émotions venaient de leur corps. Ils pensaient que les émotions venaient de l'extérieur. C'est pas vieux, 18e siècle pourtant. Mais quand les gens étaient en colère, ils pensaient qu'une colère les prenait. On a encore des expressions qui racontent un peu ça. Dans le langage, ça existe encore un peu. Je suis pris par ça. Quand les gens avaient une... Et c'est pour ça qu'on appelait les exorcistes à l'époque. Quand les gens étaient pris par quelque chose, il fallait les débarrasser du démon ou les exorciser. Et donc, l'ancêtre de la psychothérapie et de la psychiatrie, c'est l'exorcisme. Ouais. Et donc, on remonte un peu en arrière, il n'y avait que ça. Donc c'est né assez tardivement dans l'humain que ses émotions venaient de lui, que ses comportements venaient de lui. Il y avait un certain fatalisme même à l'époque, je suis comme ça, je suis comme ça. Puis bon, évidemment, quand on vit dans des conditions dures et qu'on meurt à 35 ans, on n'a pas le temps de se poser beaucoup de questions existentielles quelque part. Donc c'est avec à la fois une civilisation qui nous a donné du temps, que c'est venu, avec une compréhension du fait que l'humain, il se passait des choses en lui, qu'il avait une vie inconsciente. Le concept d'inconscient, il est encore assez récent aussi. Il vient de Spinoza pour l'esquisse, et puis après ça s'est affiné avec Freud, etc. Mais l'idée qu'on avait un inconscient, elle est venue assez tardivement. Et puis avec les neurosciences, là c'est très très récent, on commence à mieux comprendre certaines choses du cerveau. Au fond, on pourrait dire plus que le cerveau, c'est la part inconsciente de l'être humain. Il n'y a pas que le cerveau, au fond. Ouais. Mais c'est quand même là qu'il y a le siège d'énormément de nos réactions et de nos apprentissages. Oui, parce qu'après, tu as le corps aussi qui peut jouer. La semaine dernière, j'ai été voir ma psy et elle s'était trompée de rendez-vous. D'accord. Elle avait pris 2 rendez-vous au même moment. Okay. Et j'ai surréagi. C'est-à-dire que vu que la personne avec qui elle avait pris un rendez-vous, on était vraiment, c'était pas fait exprès, évidemment. Et en fait, quand elle m'a invité à partir parce que l'autre personne venait de loin et qu'elle avait pris un train, et que moi j'habite à 10 minutes, j'ai surréagi. J'ai eu une colère qui est montée en moi, un sentiment d'injustice, et je suis parti en claquant la porte. J'ai cru que j'avais pété la porte directement. Okay. Je suis rentré chez moi, je me suis bloqué le dos. Pendant 48 heures. Il y a eu un truc un peu excessif. Mon côté thérapeute dit c'est intéressant. Ça donne envie d'en parler. Mais tu vois, quand tu parles aussi du cerveau, c'est le corps, en fait, c'est que tout fonctionne ensemble. J'imagine que toi, tu le vois en fait, au quotidien. L'écueil, quelquefois, ça serait de séparer corps et cerveau. En fait, c'est une seule et même chose, au fond. Après, on dit cerveau parce que finalement, c'est cet organe qui est le plus fascinant, quelque part, parce qu'il y a tellement de choses dedans, il est d'une très grande complexité, il est très difficile à comprendre, mais on ne peut pas limiter, finalement, l'être humain à son cerveau. Ça reste une partie en interaction avec les autres, et évidemment qu'il y a des choses qui se traduisent dans les autres organes, dans le corps, dans tout ce qui se passe, en fait, en nous. Une émotion, évidemment, ça commence avec un processus chimique dans le cerveau, des réactions hormonales, par exemple, mais ça se traduit après dans plein de choses, et comme tu dis, ça peut finir par agir sur le dos, agir sur le musculaire, agir sur le nerveux. Enfin voilà, tout est lié. J'étais tellement en colère que quand je l'ai revu, je lui ai dit j'ai pas voulu prendre de séance avec un ostéo parce que j'avais envie de vous la faire payer. Je voulais vous envoyer la facture parce que je mettais la responsabilité sur vous. Ça a donné lieu à une très jolie séance entre nous deux. Ça a été assez intense de voir d'où ça venait en tout cas. Mais moi, il y a quelque chose qui est... Parce que là, on est dans ton... Alors, je vais dire une bêtise. École. On peut dire école ? Ouais, c'est un institut de formation. L'Arche. Exactement, oui. T'es à la fois formateur, t'es à la fois praticien, tu fais des cabinets publics, tu fais des conférences, tu écris des livres sur le sujet, t'es passionné par le sujet. Moi, j'ai envie de savoir, mais en plus, quand t'en parlais, il y a une vraie sincérité. En fait, c'est passionnant de t'écouter parler parce que tu sembles, enfin, je pense que je me trompe pas, t'es passionné par ton sujet. Complètement, et ça diminue pas, tu vois, après tout ce temps. Ça date de quand ? Alors ça date de petit, parce que la première rencontre avec ce domaine-là au sens large, pas tout à fait l'hypnose, c'était quand j'avais 9-10 ans à peu près. Et je crois qu'il y avait déjà, tu sais, il y a des gens qui veulent devenir astronaute ou pompier, je sais pas, enfin les enfants ont tous des rêves. Et moi je voulais devenir magicien. Mais j'avais une vision sans doute de la magie, tu vois, qui était une vision d'enfant. Et pour moi, un magicien, c'est quelqu'un qui était capable d'agir sur le réel, qui était capable de modifier les choses. Et en fait, j'ai croisé le chemin de quelqu'un qui était dans les domaines de la psychothérapie. Et je me suis dit, ça, c'est un vrai magicien. C'est
ça la magie, la plus pure qui soit, c'est-à-dire avec des mots, avec quelque chose qui est impalpable, d'arriver à accompagner quelqu'un vers un changement important, vers un dépassement de blocage ou des choses comme ça. Et je l'ai compris avec une vision d'enfant, mais je me suis dit, c'est ça que je veux faire en fait. Tout d'un coup, ce que je mettais derrière le mot magicien, on venait de me montrer que ça existait. Et donc c'est un personnage qui était assez connu déjà à cette époque-là, qui est Jacques Salomé, qui est aujourd'hui un très vieux monsieur, mais qui a vraiment apporté beaucoup de choses, je pense, à la diffusion de certaines idées sur les relations humaines notamment. Et moi, sa personnalité m'a marqué. C'est quelqu'un que j'ai trouvé beau dans sa manière de pratiquer. Et donc c'était vraiment un peu par hasard, en plus, que j'ai croisé ce chemin-là. Et il se trouve qu'en fait, ça m'a amené à m'intéresser à l'humain, à regarder un peu les livres qui existaient sur le sujet. Je tombais sur des livres d'hypnose, mais à l'époque, c'était vraiment des livres un peu archaïques, tu vois, sur l'hypnose, des choses un peu caricaturales, mais j'avais que ça. Et j'ai commencé à faire des tests, j'ai commencé à pratiquer un peu. Il n'y avait pas grand-chose sur l'hypnose à l'époque, et très peu de gens qui pratiquaient. C'était il y a combien de temps ? Ça, c'était il y a... moi, j'ai ouvert mon cabinet quand j'avais 17 ans. Là, je vais bientôt en avoir 41 dans quelques jours. Attends, t'as ouvert ton cabinet quand t'avais 17 ans ? Ouais. Ah oui, alors là, je m'attendais pas que c'était aussi ancré chez toi. Enfin, c'est quelque chose. Ouais, c'est tôt. J'ai eu mon bac assez tôt. Et alors, mon cabinet, au début, était très spécialisé. Je faisais du coaching d'étudiants. Okay. Préparation d'examen, notamment. Et puis, tout ce qui était autour, tu vois, un petit peu confiance en soi, mémorisation, concentration, sommeil. Des petites choses qui étaient vraiment pour aider les étudiants. J'avais eu l'opportunité, j'avais rencontré une personne qui avait un institut de soutien scolaire. Et en discutant avec elle, elle m'a dit je sais que tu fais des choses comme ça, il y a plein d'étudiants qui viennent dans mon institut, tu pourrais peut-être les aider sur concentration, mémorisation. J'ai commencé à faire ça. En 2-3 mois, j'avais tellement de demandes que je ne savais plus quoi faire avec ça. Et puis ça s'est élargi. Ça s'est élargi parce que finalement, dès que tu touches à quelque chose, tu touches à d'autres choses. Quand j'aidais quelqu'un, par exemple, à la mémorisation pour les examens, ça touchait à des questions de confiance et d'estime de soi. Des personnes qui me disaient, moi, le problème, c'est que j'ai peur, par exemple, du regard de l'autre pour un oral. Ça s'est étendu. Puis après, ils m'ont envoyé leurs parents, leurs amis, etc. Moi, je me formais à cette époque-là, donc je continue à me former. J'ai élargi mon domaine de compétences en continuant à apprendre, à faire des formations à droite à gauche. Et je me suis retrouvé à être d'un côté à la fac et de l'autre côté à avoir mon cabinet qui marchait tellement bien que j'ai arrêté mes études pour me consacrer. À l'époque, justement, t'avais pas tout le monde acceptait cette vie-là, peut-être tes parents. Pas du tout. Mes parents étaient tolérants. En fait, au début, j'étais en fac de droit, tu sais, donc ils voyaient que j'avais des bons résultats, ça allait bien. À l'école, ça se passait bien, donc j'avais pas de problème avec ça. Et en gros, je pense qu'ils se sont dit, il essaie de faire quelque chose, au pire ça marche pas, il reprendra ses études, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Et ça marchait très bien, donc en fait, je pense qu'ils ne sont pas beaucoup inquiétés. Mais à l'époque, quand tu disais que tu faisais de l'hypnose, les gens avaient peur. Ça peut être encore le cas maintenant, mais beaucoup moins quand même. Je me rappelle dans mon premier cabinet, il y avait la personne qui habitait au-dessus, il ne voulait pas me croiser dans les escaliers, tu vois, c'était vraiment, j'étais au premier étage, il était au deuxième, il ne voulait pas me croiser dans les escaliers. Par peur que tu puisses l'hypnotiser alors il y avait les peurs de manipulation et tout ça, c'est encore des sujets actuels, mais je pense que c'était beaucoup plus sulfureux encore il y a un peu plus de 20 ans, ouais. Mais comment on fait la différence justement entre l'hypnose de spectacle et ce que tu fais ? Parce que c'est vrai que pour des gens qui s'y intéressent pas, c'est un sujet un peu flou entre je vais voir un praticien d'hypnose pour régler un problème et je vais voir un spectacle où les gens font la poule. Tu vois, c'est quand même... Le problème, c'est qu'on utilise le même mot pour deux choses qui sont hyper différentes en fait. Les hypnotiseurs de spectacle n'aiment pas trop quand je dis ça, mais dans l'hypnose de spectacle, il n'y a pas que de l'hypnose, il y a aussi parfois de la magie, puis on ne sait pas très bien faire la part des deux. Il y a une personne là, qui fait un spectacle où par exemple, elle fait semblant d'avoir des capacités de mémorisation incroyables, alors qu'en fait c'est un trucage de magie. Donc il peut y avoir ce genre de choses, et pour le spectateur, il ne fait pas la différence. Donc déjà, est-ce que c'est que de l'hypnose ou pas que de l'hypnose ? Dans certains spectacles, il y a un truc un peu à la frontière des deux. Ensuite, il y a une grosse partie de mise en scène dans le spectacle. Les gens s'attendent à quelque chose, donc il y a une sorte de préparation sociale, et ils vont vivre un état qui va être très extérieur, presque hystérique au sens, tu vois, il y a besoin du regard de l'autre pour vivre cet état-là. En cabinet de consultation, l'état d'hypnose est un état hyper introspectif. Au contraire, on oublie le regard de l'autre. On va vraiment plonger en nous. Donc les expériences qu'on crée dans le spectacle d'un côté et dans la thérapie, l'accompagnement, le coaching de l'autre, sont des états qui sont radicalement différents. Et c'est vrai que cette confusion, que ce soit le même mot, n'est pas facile à comprendre pour les gens. Mais au fond, dans les deux cas, il y a une forme d'hypnose, même si ça amène dans des directions différentes.
Si je prenais une comparaison, le mot musique revêt des réalités complètement différentes. Et quand tu dis j'écoute de la musique, on se dit, on ne sait pas très bien si tu écoutes du classique ou du hard rock ou si tu écoutes du rap ou du reggae. C'est quand même des univers tellement différents, en fait. Ouais. Donc quand tu dis je fais de l'hypnose, on ne peut pas présager de quel type d'hypnose tu vas faire. Ce qui est certain, c'est que l'hypnose qui est utilisée en cabinet, elle est vraiment pensée pour accompagner les gens vers le changement. L'hypnose de spectacle est pensée pour amuser des gens dans un public. Donc c'est pas du tout les mêmes objectifs, ce sont quasiment pas les mêmes outils, et même quand c'est les mêmes, c'est pas la même façon de les utiliser, et l'expérience qu'on va traverser n'est pas la même. Les gens qui viennent te voir, qui à l'époque, c'était, même toujours aujourd'hui, c'est quoi les plus gros problèmes, le problème les plus récurrents en tout cas? Alors les plus récurrents sur l'hypnose aujourd'hui, je dirais tout ce qui tourne autour des compulsions et des émotions. Donc tout ce qui est comportement qui dépasse les gens. Alors compulsion, c'est très large, c'est pas juste tabac ou poids, ça va aller vers comportement automatique. Par exemple, ça me met hors de moi et je sais pas quoi en faire. Je passe trop de temps à ça, j'arrive pas à réguler un comportement, je me laisse dépasser par quelque chose. Procrastination, tu vois, c'est très large. Ouais. Et puis de l'autre côté émotionnel, alors ça se rejoint un peu, c'est tout ce qui va être étape de vie difficile, deuil, accident de vie, voire psychotraumatisme. Il y a aussi des aspects relationnels. Puis je dirais qu'il y a un troisième aspect qui se développe de plus en plus, et je trouve que c'est bien, c'est l'aspect connaissance de soi. C'est-à-dire qui je suis en tant qu'être humain et comment je peux apprendre à mieux me connaître et donc à mieux m'appréhender. Et donc c'est plein de questions sur l'identité, sur les valeurs, les buts motivationnels, sur les projets de vie. Donc il y a tout cet aspect introspectif qui, moi, est peut-être un de ceux qui m'intéresse le plus, parce que c'est là qu'on fait des accompagnements, on amène les gens vraiment à se connaître. Je trouve que c'est quand même peut-être une des plus belles choses qu'on peut faire dans une vie. Ouais, justement, parce que c'est vrai que là, en gros, ils arrivent avec de l'hypnose parce qu'ils ont tout essayé, entre guillemets, certains, et du coup, ils se disent, c'est peut-être ma dernière solution, ou des fois, c'est la première fois. Enfin, tu vois, écoute, ça va mieux à ce niveau-là. Mais quand j'ai commencé, c'était vraiment ça. Tu sais, les gens, en gros, ils me disaient, bon, je viens vous voir parce que même le marabout, ça n'a pas fonctionné, j'ai plus rien à perdre, quoi, grosso modo. Et tu sais, il y a une sorte de hiérarchie comme ça de ce qu'il y a de plus, je sais pas prestigieux, c'est pas le mot, mais en tout cas le plus reconnu. Et puis, je sais pas, on pourrait dire que aller voir un psychanalyste, par exemple, tu vois, c'est assez mainstream, ça fait même bien plutôt d'aller voir un psychanalyste. Et puis, une sorte de hiérarchie comme ça des accompagnants. Tout en bas, il y avait l'hypnose, ça remontait un petit peu. Ouais. Ce qui fait quand même que l'hypnose a changé dans son image, c'est déjà que les gens ont entendu parler du fait que c'est utilisé à l'hôpital, qu'il y a souvent de la recherche sur cette question-là. Donc on est moins dans la croyance que ce qu'on était avant. Tu vois, les gens avant disaient mais j'y crois pas à l'hypnose. Et tu disais c'est bizarre, ils ne croient pas en un truc qu'ils ne connaissent pas. C'est assez étrange. Mais il y avait vraiment souvent cette réaction-là. Alors qu'aujourd'hui, les gens disent plutôt je suis curieux, comment ça marche? Est-ce que ça marche? Sur quoi ça repose? Ils sont plutôt dans le questionnement, donc beaucoup plus ouverts déjà. Et puis l'hypnose, c'est pas nouveau, c'est assez ancien. Non, c'est vieux, c'est très vieux. Tu vois, parce que juste, j'ai sorti une interview là, aujourd'hui d'ailleurs, avec Jean Laval qui fait de la méditation. Ouais. Et il disait pas, alors c'était pas, il n'était pas jugeant, peut-être un peu dans la façon de le dire, mais il voulait pas juger. Mais il dit, je crois plus en la méditation quand on me tape autant des endroits de mon corps, parce que la méditation c'est plus vieux et je crois plus quelque chose qui dure dans les années que les nouveautés. Oui. Alors encore une fois, c'était son expérience, et pas sa vérité, mais en tout cas, c'était son expérience. Toi, tu es un peu, pas d'accord là-dessus, mais tu penses que justement, l'hypnose, elle est là depuis très longtemps, c'est qu'il y a une raison si ça perdure et que ça dure dans le temps. C'est une question assez complexe. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec lui. D'accord parce que c'est vrai que ce qu'on appelle méditation, ça vient de données assez anciennes. Tu vois, la psychologie bouddhiste, par exemple, elle a 4000 ans. Et c'est vrai qu'ils ont eu le temps de se poser des questions. C'est pas un truc qui vient d'arriver comme ça. Là où je suis un peu moins d'accord, c'est que c'est pas parce qu'un truc est vieux qu'il est forcément bon. Il y a quand même eu des gros problèmes de compréhension dans l'histoire humaine. Et on en souffre encore dans plein de domaines aujourd'hui, de vieux problèmes de compréhension. Donc c'est pas non plus un gage de qualité que ça soit ancien. Ouais. Mais et puis il y a aussi le fait, tu vois, sur des disciplines, parfois elles ont été un peu dévoyées. Elles ont évolué dans le temps. Si on remonte à l'hypnose, on peut dire qu'elle remonte à l'Antiquité. On a des papyrus, j'ai plus le nom, mais il y a une collection de papyrus qui décrit un peu tous les actes médicaux et plus large que ça même au moment de l'Égypte antique. Et il y a un moment, vraiment une description assez précise d'une séance d'hypnose. Donc on sait que ça date au moins de là, mais sans doute plus en fait, parce que au fond on peut s'imaginer que dès que l'être humain a commencé à communiquer de manière assez précise, il s'est bien aperçu que parfois certaines formes de communication créaient quelque chose d'un peu bizarre. Ouais. Après, dans notre histoire, en Occident, on avait oublié quasiment tout ça.
Alors, quand je dis oublier, on a aidé cet oubli-là, hein, parce que tout d'un coup, il y a eu une emprise de la religion. Tous les gens qui pratiquaient des choses un peu bizarres, on les noyait, on les faisait brûler au bûcher, donc ça empêchait un peu la transmission quand même. Ça donnait pas envie. Voilà, t'as pas envie de te vanter de faire quelque chose, tu vois, où tu transmets pas facilement. Et donc on arrive au XVIIIe siècle, il y a tout qui va être inventé avec le siècle des Lumières, hein, ça se passe en France, tout ça, l'hypnose avec un personnage qui s'appelait Mesmer, qui était un Autrichien, mais qui a beaucoup fait pour l'hypnose en arrivant à Paris. Et en même temps, c'était des mauvaises compréhensions. La compréhension de l'hypnose du XVIIIe siècle, déjà lui parlait de magnétisme, tu vois, il parlait de courant magnétique, de fluide magnétique. Le contresens est resté, même si on s'est vite aperçu qu'en fait, il n'y a pas de magnétisme dans l'hypnose, ça ne repose pas là-dessus. Mais c'était en lien avec déjà les recherches sur l'électricité à l'époque, et puis les recherches sur les aimants à l'époque, donc logique dans cette époque-là. Ouais. Mais par contre, on a passé des caps de compréhension assez importants. Je dirais qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas la seule chose importante, c'est intéressant de voir comment une discipline est étudiée. L'hypnose, il y a des milliers d'études scientifiques qui ont été publiées en un siècle, même un peu plus d'un siècle maintenant, et qui montrent qu'à chaque fois, c'est assez robuste. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Ce qui est singulier, c'est que souvent, les études ont montré qu'il y avait quelque chose, mais avec une difficulté à expliquer pourquoi il y avait quelque chose. Ça fait assez peu de temps qu'on comprend le pourquoi. Avant, on mesurait par exemple, je prends un exemple, l'hypnose permet d'apaiser le stress, super, mais pourquoi? Sur quoi ça repose? Quel est le mécanisme? Et ça fait que quelques dizaines d'années qu'on arrive à affiner ça et à mieux le comprendre. Et du coup, ça change la discipline. C'est tout à l'heure, c'est vrai que j'y pense, mais tu disais, je t'ai posé la question pourquoi les gens venaient voir un praticien en hypnose. C'est un peu tout ce que tu as regroupé dans tes 2 livres, notamment ce que tu as dit, en tout cas je les retrouve dedans. Ouais. Je mettrais juste, c'est intéressant, tu vois. Je mettrais juste une limite qui est, tu vois, je parlais de psychotraumatisme par exemple, là c'est vraiment bien d'être accompagné, mes livres sont plutôt sur l'auto-hypnose. Oui, et tu le dis d'ailleurs, hein, tu précises qu'être accompagné à un moment donné c'est important. Sur des choses lourdes, graves ou médicales, c'est évident qu'il faut un accompagnement qui est différent. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut explorer ses propres mécanismes avec ce qu'on appelle l'auto-hypnose, et ça on peut toucher en effet à tous ces sujets-là, c'est-à-dire travailler sur les émotions, les comportements, les habitudes, les représentations, etc. J'ai testé dans un de tes livres, c'était régler les conflits intérieurs. D'accord, génial. Que j'ai essayé pour parler à mes différentes parties. Ouais. Parce que j'ai réalisé que j'avais un problème entre le plaisir et le cadre. Génial. Donc tu le donnes en exemple, mais ça m'a tout de suite parlé parce qu'en ce moment, il y a ce côté où je travaille beaucoup, le podcast me prend du temps et il y a un peu, il faut que je travaille, il faut que je sois productif, faut faire les montages, je travaille à France 2 et puis j'ai mon sport, etc. Et il y a une autre partie de moi où je me dis il faut que je me foute de la paix un peu parce que j'ai envie d'être tranquille et j'ai vu cette dualité en moi. Donc du coup j'ai fait l'exercice que tu expliques d'imager quel que ça pouvait être. Donc j'ai imaginé un ordinateur qui représente le poids entre guillemets du cadre, puisque je suis beaucoup trop devant mon ordinateur. D'accord. Et j'ai imaginé des Lego parce que ces derniers temps je voulais me faire le Taj Mahal en Lego, en regardant quelque chose, tu vois, d'un peu léger. Et j'ai fait l'exercice et c'est vrai que j'ai tout de suite senti, donc en posant le Taj Mahal d'un côté en Lego et l'ordinateur, c'était hyper intéressant de faire cet exercice parce que ça fonctionnait très très bien. Je ressentais les choses, j'ai eu mes mains qui se sont approchées en suivant ce que tu avais expliqué dans le livre, et j'ai un mot qui a été tout de suite, qui est apparu, ça a été allégé. Si les deux se regroupaient, si j'arrivais à trouver un équilibre. C'est une super séance d'auto-hypnose du coup. Ouais, et j'étais étonné de cette facilité-là par moment, parce que je sais que j'avais tenté au début quand on s'était rencontrés, mais ça remonte maintenant à 2 ans, enfin quand on s'était rencontrés, tu t'en souviens pas, mais moi je me souviens de t'avoir vu, tu vois. Mais entre-temps, là en préparant l'interview, je me suis dit mais il faut quand même que je revoie vraiment ces pratiques-là, que j'avais lu un peu. Je trouve que c'est trop facile, et je parle pour moi et je pense que les gens vont se reconnaître, de lire des livres et de ne pas faire les choses. C'est toujours le risque avec un livre, c'est que s'il ne devient pas un vrai objet pratique, il reste juste intéressant, une connaissance, mais ce serait dommage sur ça. Et là, j'ai découvert que, en pratiquant, il y avait des choses. Et c'est vrai que ce soit les deux, d'ailleurs, que mincir sans régime avec l'auto-hypnose et explorer les capacités de votre cerveau, on peut vraiment le prendre sur une problématique. Et tu vois, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que j'ai pris vraiment là où j'avais des problèmes actuels. Et donc, j'ai bien aimé dans les conflits intérieurs. D'ailleurs, comment tu arrives à... Parce que tu le dis dans le livre, mais tu le dis à un moment donné, la théorie des parties, et si nous étions plusieurs à l'intérieur de nous-mêmes. Comment gérer en fait toutes ces parties en nous?
Ah, mais c'est une grande question. Ça, tu vois, typiquement, c'est des choses qui sont très modernes dans la pensée, dans la pensée de la psychologie humaine. Avant, les gens pensaient que... Enfin, je dis avant. Déjà, je te disais tout à l'heure, les gens pensaient que quand ils avaient un problème, ça venait de l'extérieur. Ça, c'est jusqu'au XVIIIe siècle. Après, on a commencé à imaginer qu'on avait un inconscient. Mais on le personnalisait comme une sorte d'instance. Et du coup, les gens disaient, quand j'arrive pas à changer, c'est mon inconscient qui bloque. Ça a donné la psychanalyse notamment, alors je simplifie un peu. Et puis tout doucement, après, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas un inconscient, mais qu'il y avait plutôt, en effet, différentes parties en nous. Différentes parties qui ont des objectifs différents. Et je vais prendre un exemple, c'est les organes. On est un corps, mais on a plein d'organes. Et chaque organe a ses objectifs. Le cœur n'a pas le même objectif que le poumon, etc. Ouais. Il arrive parfois qu'il y ait des dysfonctionnements de rapports entre les organes. Et de la même façon, il y aurait des dysfonctionnements de rapports entre nos parties. Et tu l'illustres très bien. Parfois, on a une partie de nous qui veut quelque chose. Par exemple, il y a une partie de nous qui veut aller se coucher le soir pour bien se reposer, être en forme le lendemain matin. Puis une autre qui n'a pas du tout envie de dormir, qui a envie de s'amuser, qui a envie de rester avec des amis, de discuter jusqu'à pas d'heure, etc. Et on sent bien qu'on est tiraillé, il y a des conflits internes, un peu en permanence. Et souvent, ça passe de manière inconsciente parce qu'on ne met pas ça en lumière, en fait. On sent qu'il y a ces tiraillements en nous. On va s'approprier une partie en se disant « je veux ça ». Et on va se dire « j'ai l'impression qu'il y a autre chose en moi qui veut autre chose ». Et on va être en lutte, en fait. Ouais. Et déjà, la première étape, c'est que les gens puissent prendre conscience de ces conflits internes, parce que c'est génial quand on en prend conscience. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une illusion quand on dit « je ». On croit qu'on parle de la totalité de nous-mêmes, alors qu'en fait, « je » n'est qu'une petite partie de nous-mêmes. Je veux ça, mais autre chose en moi veut ça. Ouais. Et du coup, on va négocier avec la partie qui veut autre chose. Mais c'est limite déstabilisant parce que à force moi de voir mes dualités, je suis à la, enfin, en fait, des fois je me dis mais qui suis-je ? Ouais. Parce que je suis à la fois très introverti comme extraverti au possible. J'ai cette envie en ce moment, j'ai arrêté l'alcool en janvier, j'ai autant envie de prendre un bon verre de vin que je me dis non, continue sans alcool parce que ça te fait du bien. On est à l'eau pour l'instant, mais... mais tu vois ce truc où t'as tout le temps des personnalités qui, en plus, qui évoluent avec les cycles, on change, enfin je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut changer ? Comme quoi. Oui, c'est possible. Et on évolue en tout cas. On évolue. Mais tu vois, on évolue ne serait-ce que pour ça, parce que parfois il y a une partie de nous qui prend le dessus, et elle va avoir le pouvoir, entre guillemets, pendant un temps. Par exemple, la partie de toi qui a décidé il y a quelques semaines d'arrêter l'alcool, bah, elle est dominante pour l'instant. Et puis peut-être, je sais pas si c'est à souhaiter ou pas du coup, mais qu'il y en a une autre qui va prendre le dessus. Peut-être qu'elle, c'est la partie festive, à un moment donné, qui va se dire quand même, de temps en temps, ça fait du bien de faire la fête et de boire un coup. Et les deux vont prendre quelquefois plus de place, moins de place. Il y a peut-être une période très longue, il y aura l'une, une période très longue, il y aura l'autre, ou des périodes courtes d'alternance. Après, ce qui est fascinant, et c'est ça tout le travail d'accompagnant, je dis accompagnant, c'est un mot un peu générique, parce que ça va de coach à psychothérapeute, tu vois, mais tout ce travail-là, c'est d'aider les gens à explorer leurs contradictions internes, leurs paradoxes. L'être humain est complètement truffé de paradoxes. Et déjà, c'est une énorme étape quand on en prend conscience, en fait. On a des oppositions internes tout le temps, et on ne serait pas intéressant si on n'avait pas d'opposition interne. Tu prends l'opposition, un peu celle que tu citais tout à l'heure, entre liberté et sécurité, par exemple. Elle se joue dans l'être humain, mais elle se joue dans la société aussi, cette contradiction. Tout le monde veut les deux, mais quand il faut en sacrifier l'une pour l'autre, ça devient compliqué. Ouais. Et dans une vie, je caricature un peu, mais à 15 ans, 20 ans, 25 ans, tu préfères ta liberté à la sécurité. À 80 ans, tu préfères ta sécurité à la liberté. Parce que de toute façon, ta liberté n'est peut-être plus la même que celle que tu avais à 20-25 ans. Mais ça va changer ta vision de la société, ça va changer ta vision de la famille, ça va changer ta vision des activités, des projets, des priorités. Et tu as quand même des grands changements de système de valeurs comme ça qui vont se créer. Et en thérapie en général, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les gens viennent nous voir quand ils sont à une charnière. Ça va pas parce qu'ils sentent que leur réalité n'est plus tout à fait la même. Ils ont besoin d'être accompagnés dans cette transformation. Soit pour faciliter le passage. Je sais pas, imaginons quelqu'un qui dit je sais pas, j'ai 30 ans, je viens d'avoir un enfant et tout d'un coup je vois que la valeur sécurité elle est en train de grandir parce qu'en fait j'ai envie que mon enfant soit en sécurité, par exemple. Mais cette personne-là, 2 ans avant, elle faisait des sports extrêmes peut-être. Ouais. Et tout d'un coup, ça change un truc. Et tu parles dans ton livre de deuil, et on est là-dessus, parce que les deuils, finalement, faut pas le voir juste au sens de quelqu'un qui décède, c'est le passage. Parce que tu dis deuil égale passage. Et c'est vraiment ça que je ressens, en fait, de ces étapes-là. Et c'est pas évident.
à gérer. Je comprends qu'on ait besoin de se faire aider en sortant là d'une relation de 9 ans l'année dernière. J'ai fait justement la notion de deuil passage où tu invites à faire une auto-hypnose sur en fait voir qu'est-ce que c'était ma vie avec mon ex-compagnon dans l'appartement et qu'est-ce que ma vie aujourd'hui. J'étais excessivement... ça fonctionnait très bien. Hein. Je visualisais, je ressentais, sauf que je ressentais trop. C'est-à-dire que j'ai visualisé un pont entre mon ancien appartement et le nouveau... avec donc l'ancien appartement 60 mètres carrés haussmannien avec mon ex et le nouveau où c'est plus du tout la même chose. Et j'ai visualisé ce pont, et là, mais pendant l'auto-hypnose, j'ai commencé à pleurer, ça a commencé à être douloureux, à imaginer en fait l'avant, et j'ai eu du mal à avancer en fait sur... j'ai vu le pont se détruire par rapport à l'exercice que tu fais faire dans le livre, j'ai vu le pont se détruire, et j'arrive pas à faire passer, tu vois, cette vie d'avant, j'y arrive pas, ça reste bloqué, et du coup, tu vois, je tente des choses, mais je vois que je suis bloqué, je vois qu'il y a quelque chose en fait. Tu vois, l'hypnose m'aide à voir plus clair mes ressentis. Tu sais, déjà, c'est une grosse étape. Souvent, dans le changement, il y a plusieurs étapes. La première, et en général, on ne peut pas l'identifier facilement, sauf quand elle est terminée, c'est le déni. C'est-à-dire que on fait comme si tout allait bien, alors qu'en fait, ça ne va pas très bien. Mais c'est pour survivre qu'on fait ça. Ça a du sens, cette étape. Le mot paraît négatif, mais elle n'est pas négative. Après, une fois qu'on va travailler sur une première étape d'acceptation, souvent, il y a des émotions qui passent. C'est sans doute ce que tu as vécu là. C'est-à-dire que déjà, parce qu'on laisse passer des émotions, il y a un travail qui commence à se faire. Donc, ces émotions, elles ne sont pas simples. Elles sont parfois... elles bougent, elles font peur, même quelquefois. Alors, c'est là que quand on travaille sur des choses de très grande intensité, c'est bien d'être accompagné. Intensité, c'est pas par rapport à ce qui se passe, c'est par rapport à comment on le vit. Tu vois, une séparation, je ne sais pas combien de séparations tu as connues, mais il y en a qui se passent plus facilement que d'autres. Parfois, une séparation, c'est très dur, et puis parfois, c'est simple. On ne sait pas toujours nous-mêmes dire pourquoi. Travailler sur cette émotion, c'est souvent travailler sur comment j'ai emmagasiné en fait, beaucoup d'émotions par rapport à ça et comment j'ai besoin de m'en libérer pour commencer justement à passer le cap. Puis après, couper un lien, c'est une chose, mais c'est vers quoi je vais après. Parce que c'est difficile de couper un lien tant qu'on n'a pas déjà l'étape suivante. C'est comme si tu étais accroché à quelque chose et que je te disais lâche, et puis tu disais mais je vais tomber. Donc tu as besoin déjà de savoir quelle est l'accroche suivante. Si je prends une métaphore un peu d'escalade, tu vois, il y a cette idée-là, c'est que tu veux la prise suivante pour lâcher déjà celle que tu as, au moins l'identifier. Et donc souvent, quand on fait ces expériences-là et qu'on voit que ça bloque d'un côté, on va plutôt travailler de l'autre. Si j'arrive pas à lâcher, qu'est-ce que je peux déjà construire pour mieux lâcher après ? Et on va se guider dans ces étapes-là. Mais c'est pas toujours simple. Et parfois aussi, il y a des pauses dans ces étapes. On traverse quelque chose, on sent qu'on s'est libéré de certaines émotions, on laisse un peu de temps, on y revient après. Je te disais tout à l'heure qu'on peut changer, mais il faut pas toujours se dire ça doit aller très vite. On peut déjà faire une étape, voir ce qui se passe et avancer un peu après. Tu as déjà vécu des deuils ou des passages difficiles, douloureux, ou même une séparation difficile ? Ouais, bien sûr, comme tout le monde. Ouais, ça... non, je sais pas. Ce serait étonnant. Écoute, ouais, bien sûr, deuil, bien sûr, parce que j'ai perdu quelquefois des personnes. Séparation aussi. Mais tu vois, si je prends un peu l'évolution, ça va de mieux en mieux quand même. C'est-à-dire que la séparation la plus difficile a été la première séparation importante, quelque part. C'était compliqué, avec les heures classiques, les allers-retours, les trucs comme ça. Bon, je pense que c'est pas parce qu'on fait de l'hypnose qu'on vit tout bien. Justement, mais on essaye de mettre à jour nos comportements. J'ai l'impression d'avoir une grande chance en tant qu'accompagnant, c'est qu'il y a tellement de gens qui me racontent leur histoire que j'ai l'impression d'en tirer des leçons sans forcément les avoir toutes vécues, tu vois. Parfois, tu vois des gens, ils te racontent des trucs et tu te dis, bon, ils sont en train de m'apprendre un truc, en fait. Ils sont en train de me transmettre quelque chose et peut-être même qu'il y a une manière, tu vois, de dire que ça soit utile, en fait, ce qu'ils racontent. Et donc, j'ai l'impression que j'ai évité beaucoup d'erreurs grâce à mes clients. C'est comme quoi on fait le travailler dans les deux sens. Mais ouais, il y a des choses, et puis moi c'est vrai que j'ai aussi une casquette entrepreneur avec beaucoup de projets, beaucoup de choses comme ça, tout ne marche pas. Souvent les gens voient ce qui fonctionne, donc il y a l'école, il y a le centre de recherche, il y a d'autres projets, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas forcément fonctionné, des difficultés relationnelles. Et je pense que malgré tous ces outils, on les vit, par contre peut-être qu'on les surmonte plus facilement, c'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe, on l'identifie, et on a les outils pour passer le cap. Donc je pense que je prenais cette métaphore avec quelqu'un qui me disait, mais vu qu'on peut faire de l'anesthésie par hypnose, t'as plus mal. Ah bah si je me cogne ou si je tombe, j'ai mal, mais je sais gérer la douleur. Donc j'aurai mal peut-être moins longtemps, ou je saurai quoi faire de cette douleur-là.
je saurais la gérer. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu vois, quand émotionnellement c'est compliqué, tu vas te poser, te faire une auto-hypnose ou tu vas demander à quelqu'un que tu connais, ça se passe comment? Tu arrives à te réguler tout seul? Alors en partie oui, mais parfois c'est quand même bien d'être accompagné. Parce que... Alors, et en plus il y a le risque, tu vois, moi ça fait tellement longtemps que je suis dans ce domaine-là, que j'ai aussi beaucoup d'habitudes dans ce domaine-là. Et en fait, quand tu travailles sur toi, c'est bien d'avoir quelqu'un qui te casse tes habitudes. Ouais. Donc, quelqu'un qui va te bousculer aussi quelquefois, qui va t'amener là où toi, tu ne serais pas allé par confort. Le problème de notre cerveau, c'est que c'est avec lui qu'on réfléchit. Donc, tu as des zones aveugles et tu ne les connais pas par définition. Donc, je pense que... moi, je trouve ça bien d'avoir un alter ego et de quelquefois lui faire confiance en se disant j'ai beau connaître plein de choses. En fait, quand c'est moi, je ne me connais pas assez pour me faire confiance à 100%. Ouais. C'est quoi tes challenges aujourd'hui? Mes challenges aujourd'hui, écoute, il y en a pas mal. Déjà, j'ai passé les 40 ans il n'y a pas très longtemps, tu vois, ça m'a beaucoup interrogé en me disant... C'était compliqué? C'était pas compliqué, mais je l'ai pris comme un moment, me dire, tiens, ça fait 20 ans que je fais ce que je fais, un peu plus même. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de priorité? Est-ce qu'il n'y a pas un changement de valeur? Et je suis un peu là-dedans en ce moment, en me disant, est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai un peu laissées de côté que j'ai envie de faire monter? Je prends un truc tout bête, j'ai énormément travaillé depuis tout jeune pour monter tout ça. Et je sens que vient le moment où je me dis, tiens, j'ai envie de prendre un peu plus de temps pour moi. J'étais du genre à pas prendre de vacances quelquefois une année d'affilée ou des choses comme ça. Donc tu vois, c'est des changements. Mais évidemment, on parlait de contradictions internes, mais typiquement, ça me fait travailler sur mes contradictions internes parce que la première fois que je me suis dit, allez, je fais une vraie coupure de quelques semaines, j'avais de la culpabilité, je me disais, mais je fais pas avancer les projets. Puis quand tu es dans ces domaines-là, tu le fais pour aider les gens, donc tu dis, si je fais pas avancer un projet, il y a des gens que je vais pas pouvoir aider. Donc il y a des culpabilités. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, par exemple. Prendre du temps pour moi, c'était lâcher la pression de faire bien. Ouais, donc tu connais oui, mais le Lego et l'ordinateur. Je vois très bien. Puis, ce que je te dis, on est tous dans nos contradictions. Et je pense qu'en plus, avec ce filtre-là, tu les vois encore mieux, tes contradictions. Donc, ouais, bien sûr. Tu sais, là, j'ai fait une diète cacao. Tu vois, je vois ce que c'est. Alors, j'ai jamais fait, mais je vois ce que c'est. Faut que j'ai toujours pas fait d'épisode sur le sujet, donc ne vous inquiétez pas, je vais en faire un pour expliquer, parce que c'est vrai que les gens savent pas trop, si ce n'est que, comme je dis, ce n'est pas du chocolat chaud que je me prenais tous les matins. C'est vrai que dit comme ça paraît une diète super sympa. Oui, c'est clair, alors que c'est vraiment pas très bon. Mais moi, je l'ai pas fait tant. Le cacao, c'était un peu prétexte, mais c'était pour avoir un accompagnement, pour me poser, parce que justement, je ne prenais pas ce temps tous les matins de m'asseoir. Je méditais plus. En fait, un truc qui me fait du bien et je sais que c'est bien et je ne le fais pas. Il y a un truc, je me lève le matin, je le faisais pas et je dis tu vas t'obliger à avoir un suivi de quelqu'un qui te fait une diète de 21 jours où tous les matins tu auras ta méditation et tu devras lui faire un retour sur qu'est-ce que tu as vécu pendant 1 heure. Génial. Okay. Donc obligation. Alors c'est super, c'est vrai que j'ai eu l'impression de faire souvent même des choses que tu dis dans tes livres, et ça ressemblait à des méditations que j'ai eues. Donc je voyais cette idée d'être dans un état un peu inconscient et d'aller observer les pensées, observer les émotions. Et tu mangeais que du cacao pendant 21 jours? Non, alors non, ça s'appelle diète cacao, mais dans l'idée c'est juste le matin, à jeun, je prenais mes 20 grammes de cacao, mais ça s'arrête là après. Oui, ok, du coup c'était normal. Mais il y a eu ce truc où depuis, et même ça a commencé pendant, je sais pas si c'est le fait d'être à l'écoute de mes émotions, il y a une hypersensibilité qui est ressortie, mais je pleure pour un rien, je suis surexcité sur un projet et après je suis au fond du trou et c'est une sorte de tsunami et de vague continue depuis que j'ai fait ces 21 jours. D'accord. Mais je dirais que depuis que j'ai été à l'écoute de mes émotions en fait. Ça me paraît logique en tout cas, oui. Tu sais, je fais un lien avec ce que tu dis et qui a un lien indirect avec l'hypnose. L'hypnose, c'est quoi? C'est l'idée que dans notre état de conscience ordinaire, on a peu d'action sur nous-mêmes. Il faut passer par un autre état de conscience pour agir sur nous-mêmes. Mais en fait, moi je pratique l'hypnose, mais quand tu regardes à peu près tous les systèmes qui existent d'accompagnement, de psychothérapie, en passant par le chamanisme, etc., il y a toujours un point commun qui est on va modifier l'état de conscience pour qu'il se passe quelque chose. Une diète, ça amène ça. Mais ça peut être aussi par d'autres choses. Il y a des gens, les derviches tourneurs, ils vont tourner sur eux pour modifier leur état de conscience. Les chamans, ils vont broyer des plantes et puis ils vont partir sur des aventures psychédéliques. Il y a des gens qui vont faire ça avec de la musique, il y a des gens qui vont faire ça avec du sport, il y a des gens qui vont faire ça donc avec la nourriture. Il y a 1000 façons de modifier l'état de conscience, mais il y a toujours l'idée que c'est dans ces modifications qu'on ouvre des portes, qu'on élargit, qu'on repense différemment, qu'on recontextualise, etc. Donc c'est une invitation au changement. Et en général, dans un autre état de conscience, il y a des choses qui remontent, comme s'il y avait de la place. Donc ça peut être des émotions, ça peut être des choses qu'on a un peu mis sous le tapis pendant un temps, ça peut être des compréhensions qui se créent, on se laisse l'espace pour ça en tout cas.
Dans ce que tu dis, c'est ce qui me semble, c'est le lien que je ferais. Bah, en tout cas, pour l'instant, je le vis, tu vois, en venant ici. Hein, je suis passé par une tempête d'émotions en venant sans savoir pourquoi. Et j'observe, mais je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, je pense que j'ai tellement tout contrôlé dans ma vie, et notamment dans ma relation de 9 ans, où je préférais mettre tout sous le tapis, que depuis que je suis séparé, je vois beaucoup plus les choses, et je me dis, waouh, en fait, je comprends que la relation, elle te sécurisait quelque part. Ok, d'accord. C'est génial que tu aies fait ce chemin-là. Là, c'est vrai qu'être dans le métro et avoir envie de pleurer comme rire, tu dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quoi. Toi, c'est comment, selon toi, on gère le mieux nos émotions quand il y a un surplus d'émotions? Je pense que c'est propre à chacun, mais tu sais, c'est drôle parce que tu parlais des choses qui peuvent évoluer dans une vie. Je pense que quand j'ai commencé l'hypnose, j'avais une vision assez performative du changement. En gros, c'était pas mieux contrôlé, peut-être que le mot est un peu dur, mais l'idée de vraiment maîtriser sa vie, quelque part. Et dans cette vision-là, ça m'a amené à quelque chose qui était un tout petit peu dissocié. C'est-à-dire, il y avait une question d'efficacité, il y avait une question de faire les choses. Puis tout doucement, avec le temps, puis aussi à force d'accompagner les gens vers le changement, cette vision, elle a un peu changé, avec de plus en plus l'idée de travailler plus sur l'acceptation que sur le simple changement pur et dur. Parfois, il y a un juste milieu à trouver. Je pense à ça parce que tu sais, souvent que les gens qui sont assez sensibles, voire hypersensibles, ils vont dire, moi je veux baisser mon niveau émotionnel. Et je pense qu'il y a 20 ans, j'aurais dit, bah oui, pourquoi pas, on peut baisser son niveau émotionnel. Aujourd'hui, j'aurais l'impression que c'est plutôt une très mauvaise idée et qu'il y a un équilibre à trouver. Bien sûr, quand on a des grosses vagues émotionnelles, on peut avoir quelques outils techniques pour laisser passer ces vagues-là et pas trop en souffrir. Mais en même temps, le fond du travail, c'est pas ça. Le fond du travail, c'est d'apprendre à être à l'écoute, à être connecté, à être bien avec ses émotions. Plutôt qu'essayer de les contenir, ce qui de toute façon ne marche pas en plus sur du moyen terme. Ça peut marcher sur du court terme, mais sur du moyen terme, ça revient, quoi qu'il arrive. Il y a l'idée de canaliser, de faire quelque chose avec, de sublimer les émotions. Mais le problème, c'est que c'est un apprentissage qui demande parfois un tout petit peu de temps, et que dans l'idéal, on devrait faire enfant. Si enfant nous apprenait à gérer nos émotions, on grandirait avec un truc qui serait assez aisé par rapport à ça. Et on n'aurait pas la tentation de les supprimer. Donc c'est un apprentissage. Du coup, je pense que dans l'urgence, on peut avoir quelques techniques pour gérer les émotions canalisées. Et puis, c'est bien si on prend le temps d'aller un peu plus loin et de travailler sur le fond et de faire la paix avec ses émotions. C'est vrai que là, j'ai tendance à écrire ou à méditer davantage, une bonne pour façon, me mettre, ne pas essayer de les fuir, justement, ou aller faire du sport aussi, qui est autre chose. Il y a soit le côté introspection, soit le côté je vais faire une action qui va libérer le corps, mais je dirais que c'est soit une écoute du corps, soit être dans le mouvement, mais ne pas rester dans un entre-deux qui... Tu sais que c'est une bonne idée parce que déjà à la racine du mot émotion, il y a movare, c'est l'idée du mouvement. C'est une émotion, c'est du mouvement. Et on a remarqué une chose, c'est que souvent, quand on reste statique vis-à-vis d'une émotion, c'est pas une très bonne chose. Il y a aujourd'hui des gens, par exemple, qui ont énormément théorisé ça. Il y a des techniques de tremblement pour évacuer les émotions. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est une technique, ça fait partie des techniques aujourd'hui pour travailler sur le psychotraumatisme qui sont assez développées, un peu moins en France, mais plus dans d'autres pays. L'idée, elle est toute bête. C'est que, je sais pas, moi, imagine une gazelle qui est poursuivie par un lion. Si elle s'en sort, si tu regardes après, elle va avoir des gros tremblements. Et en fait, on voit ça chez tous les mammifères. Ils ont des énormes tremblements après avoir eu une grosse émotion. Ça évacue l'émotion. Donc il y a des gens qui se sont dit, c'est bizarre, l'être humain, il fait pas ça. Pourquoi il fait pas ça? Parce que socialement, on va pas montrer nos émotions. On va pas se laisser déborder par l'émotion. Donc l'être humain, il va contenir, en général. Surtout dans une société où, si tu montes tes émotions, on va dire que tu es faible ou un truc comme ça. Donc l'être humain, il diffère, et puis il oublie, après. Ouais. Et on a remarqué, quand les gens avaient emmagasiné tout ça, les faire travailler sur technique de tremblement, c'est assez technique, hein, mais dit comme ça, je sais pas si les gens imaginent. c'est pas si simple que ça, mais en tout cas, on passe par le fait que le corps va réveiller un peu ses émotions pour les laisser partir. Et la théorie derrière, c'est qu'il y a une manière de vraiment évacuer le trop-plein émotionnel. En fait, il semble que ça soit sain de se mettre en mouvement pour évacuer ses émotions, pour résumer. Et c'est des techniques qui sont utilisées pour des gens qui ont des traumatismes de guerre, par exemple, et tout ça. Et donc il y a beaucoup d'associations humanitaires qui utilisent ça. Et les résultats font partie des résultats les plus efficaces qui soient sur ce genre de problème. Bon, on a fait une émission avec Faustine Bollard sur France 2 où je travaille sur le stress post-traumatique pour les pompiers, militaires et policiers. Et l'un des militaires expliquait qu'il a beaucoup utilisé l'hypnose après l'Afghanistan. Et il a utilisé en tout cas des choses qui ne lui étaient pas du tout conseillées, mais en fait alors je sais pas si médecine alternative, j'ai peur de dire un gros mot. J'aime pas le mot, mais en tout cas les gens savent de quoi ça parle en tout cas, parce que à la fois c'est pas une médecine et puis est-ce que c'est une alternative à quelque chose? C'est pour ça que le mot est pas terrible. Voilà. Mais bon, au moins il est dans le langage commun.
Tu dis dans Gérer ses addictions, réaction automatique comme dirigée par une force inconsciente, guidée par un plaisir qui nous dépasse. Comment on peut gérer ses addictions? Tu le dis d'ailleurs dans le dernier livre, Mincir sans régime, grâce à l'auto-hypnose, tu dis quand même que la consommation de sucre, on est à 25-35 kg par an. C'est énorme, hein. Soit 10 fois plus qu'il y a un siècle. Il n'y a pas beaucoup de sucre raffiné dans la nature. Hein. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tu achètes une barre chocolatée, tu vois, avec plein de sucre. Pourquoi Alors, c'est vrai que là, on parle d'addiction et j'ai pensé au côté alimentaire, mais pourquoi le sucre est autant... Pourquoi on fait des choses alors qu'on sait qu'on ne doit pas le faire? Pourquoi on va manger des gâteaux ou prendre du chocolat alors qu'on sait qu'on ne doit pas? Il y a un mécanisme derrière qui est fascinant et qui s'appelle le mécanisme de la récompense. C'était très logique, en fait. En gros... reprends un peu ce qui se passe un peu avant la civilisation moderne. Imagine, on est il y a quelques milliers d'années encore, et on a des vies très simples. On n'a pas accès à beaucoup de nourriture, c'est pas si simple que ça de se nourrir, c'est une vraie question de vie. Pour 99,9% de l'humanité à cette époque-là, nourrir, c'était une incertitude. Donc on ne savait pas ce qu'on allait manger et tout ça. Et puis dans la nature, il n'y avait pas toujours tout. C'est-à-dire qu'on faisait un peu avec ce qu'il y avait. Ça dépendait des régions, des saisons et tout ça. Et à chaque fois qu'on mangeait quelque chose qui était bon pour notre corps nous récompensait. Et c'est toujours le cas, hein, avec une sorte de shoot hormonal. En gros, notre cerveau, c'est un dealer. Tu fais quelque chose qui est bien pour toi, il te récompense. C'est vrai pour plein de choses. Hein. Si par exemple, tu as soif et que tu bois, tu as une récompense de plaisir. Donc ton cerveau t'éduque dès ton premier âge, parce qu'il fait ça dès que tu es tout bébé, à faire ce qui est bon pour toi. Tout d'un coup, tu as accès à du sucre raffiné. C'est un truc qui normalement n'existe pas trop. Il y a une quantité d'énergie incroyable. Donc tu donnes ça à ton cerveau fait « Waouh !» Je viens d'avoir un truc là incroyable, ça me donne beaucoup d'énergie. Il te met une super récompense, donc t'es hyper bien en fait. Qu'est-ce que ça va créer? Ça crée de l'addiction. Ça crée de l'addiction parce que le shoot que tu as reçu en récompense est tellement fort qu'en fait tu vas vouloir le retrouver. Et tu vas commencer à dérégler ton mécanisme de la récompense. Quand il est réglé ce mécanisme-là, tu as des récompenses normales à un niveau hormonal par rapport à des choses normales que tu fais. Mais quand tout d'un coup quelque chose est trop fort, et c'est le même... Tu prends toutes les drogues, type cocaïne et tout ça, c'est le même fonctionnement. C'est qu'en fait, une drogue comme la cocaïne va produire une telle réaction de plaisir pour le cerveau qui va donner du plaisir à quelqu'un et la personne va vouloir retrouver cet état-là. Mais le sucre, c'est une drogue presque aussi forte, sauf qu'elle est tellement accessible que t'as même pas tu t'en empêches même pas. Et en fait, un enfant, il va vite être accro au sucre sans même se rendre compte de ça, parce qu'il a accès à des bonbons, parce que tout ça. Donc, à la base, le mécanisme de la récompense, il est là pour qu'on survive. Il nous permet de survivre, il nous permet instinctivement de savoir ce qui est bon pour nous ou mauvais pour nous. Mais le cerveau, il est déréglé parce qu'il a accès à des choses qui ne sont pas naturelles. Du coup, il donne ce shoot de récompense. Ça dérègle ce système-là, donc ça dérègle ton appétit. Et puis, tu vas te mettre à vouloir avoir ta récompense régulièrement, sauf qu'en plus, il y a un peu d'accoutumance, donc il en faut un peu plus. Et ça donne des gens qui vont avoir une surconsommation de sucre. Ensuite, on a tous des profils psychologiques différents. Il y a des gens pour qui ce déréglage est plus fort et plus massif. Et puis, il y a des gens qui ont tendance à un peu mieux réguler ça. Mais ça ne dépend pas de leur personnalité ou de leur volonté. Parce que l'erreur, ça serait de croire, c'est ce que j'essaie de dire dans le livre aussi. On dit aux gens, voilà, mais si tu veux perdre du poids, tu peux. Ou si tu veux arrêter le tabac, tu peux. Mais en fait, c'est pas tu veux, tu peux. C'est notre cerveau qui décide. Donc, en fonction de notre comportement, de notre type de personnalité, il y a quand même des choses plus ou moins faciles. Après, on peut apprendre. On peut apprendre à dépasser ça, à régler le mécanisme de la récompense, à retrouver un fonctionnement normal. Mais c'est sûr que même prendre cette décision n'est pas simple, puisqu'on sait qu'on va se priver d'une récompense qu'on aimait. Ouais. T'as des addictions, toi ? Alors oui, comme tout le monde. Tu vois, il n'y a pas longtemps, je me suis fait une petite séance d'auto-hypnose parce que je trouvais que j'allais un peu trop sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça je comprends. Mais je me suis dit, tiens, je me suis retrouvé, tu vois, à regarder régulièrement Insta et tout ça, et un peu trop régulièrement, donc je me suis fait une petite séance pour réguler ça. Ça a trop bien marché, j'ai pas posté pendant 15 jours après. Mais je me suis dit, c'est trop. Qu'est-ce que tu fais du coup? Tu te poses et c'est quoi si tu peux... Alors, comme j'ai beaucoup l'habitude de l'auto-hypnose, je pense que je prends des petits raccourcis, tu vois, je fais un peu de hors-piste, mais dans l'idée, c'est déjà observer le comportement, observer ce qui se passe quand ça se déclenche. Tu vois, imaginons, tu as ce truc automatique de tiens, je prends mon téléphone pour regarder si j'ai un message, si j'ai une notification, un truc comme ça, et d'essayer de reprendre ça en hypnose, en se disant c'est quoi le moteur à ce moment-là? C'est quoi le besoin qui est derrière? Pourquoi j'ai besoin de faire ça? Pourquoi mon corps croit que j'ai besoin de faire ça? Parce que c'est mon corps qui fait ça. On n'a pas conscience, c'est comme le fumeur, tu vois, il a la cigarette, il n'est même pas conscient d'avoir pris la cigarette. Donc pourquoi j'ai cet automatisme? Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que je recherche? Et là, l'idée, c'était toute simple, c'était que tout d'un coup, c'était une recherche de vérification, de voir si les choses se passaient bien, tu vois, des choses basiques, en fait. Hein. Et tout d'un coup, ma question, ça a été de me poser à un niveau inconscient, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour combler ça, en fait? Et du coup, tu rediriges le comportement pour qu'il devienne autre chose. Et après, tu peux le réguler.
Ok. Et ça a fonctionné? Écoute, ça a plutôt bien fonctionné. Après, Puisque un peu trop dans l'autre sens, ouais. après il faut réguler. Mais c'est souvent ça avec l'hypnose, c'est que tu as un comportement, tu vas le modifier. Après, il va se modifier. Est-ce qu'il est juste ou pas? C'est rare qu'il soit juste du premier coup. Parfois, il va trop loin. Parfois, c'est pas assez. Donc, tu continues à affiner. Puis, tu essayes de trouver le juste milieu. Puis, ça pose des questions aussi. C'est qu'est-ce que tu mets en priorité dans ta vie ou non? À un moment, tu peux te dire, je sais pas, là, t'as le podcast. Ma priorité, c'est peut-être d'augmenter le nombre de vues sur un podcast. Et c'est OK à ce moment-là de mettre ce qu'il faut pour ça. Mais quand tout d'un coup tu te dis mais là ça m'aliène par exemple, ou c'est trop, ou j'ai plus de recul, c'est là que tu prends conscience qu'en fait les comportements sont mouvants et que parfois il y en a un qui est exagéré, l'autre qui redescend, et tu as des outils avec l'auto-hypnose pour remettre à plat tout ça. Quand tu sais, dans tout ce que tu dis, il y a quand même quelque chose de mettre en conscience, en fait, de presque faire le vide pour comprendre nos fonctionnements et où on va en fait. Pourquoi on fait les choses, où on va, qu'est-ce qu'on veut. Et peut-être que, justement, c'est la question de Tata Jacqueline. C'est la question de Tata Jacqueline. Vas-y. Je sais pas si tu connais Tata Jacqueline. Non. Elle a un peu les... si tu veux, elle a ses œillères, elle fait sa vie. Et justement, quand je lui ai parlé de toi, c'est exactement ça qu'elle me disait. Elle disait, il est gentil, Kevin, là, mais avec ses livres, tout ça, moi, j'ai pas le temps. Je bosse toute la journée, j'ai les enfants à m'occuper, j'ai mon mari, il y a les activités le week-end. À quel moment je peux m'écouter et je peux faire des séances d'auto-hypnose pour voir qui je suis, parce que j'ai vraiment pas le temps. Qu'est-ce que tu dirais à Tata Jacqueline? Il y aurait plusieurs réponses possibles, de la plus provoque à la moins provoque. La plus provoque, c'est que la vie passe vite, en fait. Et les provoque sans l'être, mais je pense que prendre soin de soi, on peut très vite le délayer. Et notre civilisation nous pousse à ça, nous pousse à produire des choses extérieures, et en fait, on minimise notre vie intérieure. Moi, tu sais, il y a une des expériences qui m'a beaucoup troublé. Je te parlais tout à l'heure des choses qui m'ont appris dans mon métier d'accompagnant. Assez tôt, dans les premières années de ma pratique, j'ai fait de l'accompagnement de fin de vie. C'est pas beaucoup touché. Je le faisais dans un cadre associatif, j'étais même pas forcément dans une étiquette de thérapeute. Après, il y a toujours des suggestions qui passent, mais l'idée c'était d'être là pour des gens seuls en fin de vie, dans des hôpitaux évidemment, ou donc des gens qui étaient quelquefois malades, des gens qui étaient condamnés par la médecine, tu vois, soins palliatifs et tout ça. Et c'est des leçons de vie assez incroyables, mais le nombre de gens qui disent à la fin, mais je me suis oublié, j'ai oublié de faire ce qui était vraiment important. C'est des trucs qui m'ont marqué, en tout cas. Et je pense que parfois, si Tata Jacqueline, par exemple, se dit, si dans 20 ans, je suis au même endroit, est-ce que je serais satisfaite? Est-ce que je me dirais, je suis au bon endroit? Est-ce que si je repousse ce qui est important pendant tout ce temps-là, est-ce qu'il n'y a pas un moment où je vais me dire, mais j'ai loupé quelque chose d'important? Est-ce qu'on peut avancer sans regret, en fait? Puis il y a une autre réponse, c'est que c'est pas toujours simple. Je crois pas que ce soit la question du temps. Je pense que c'est une fausse question. Je pense que c'est la question de est-ce que j'accepte que ça pique un peu, que ça fasse un peu mal en fait d'aller me poser ces questions? Parce que je crois que le temps, c'est une excuse souvent parce qu'on sait que ça va pas être simple. On sait que, tu disais tout à l'heure, tu as fait une séance, il y a eu des émotions. C'est pas simple, mais c'est génial que tu l'aies fait. Tu t'es connecté à un truc qui est important, tu as fait la diète, c'est pas simple à gérer. Mais en même temps, ce que ça t'apporte est beaucoup plus important que l'instabilité. Et je crois qu'il y a un problème aussi là qui vient, pour moi il y a beaucoup de problématiques thérapeutiques qui viennent de l'enfance, mais pas de l'enfance au sens tu vois freudien avec papa-maman, mais au sens de l'éducation. Je pense qu'il y a un truc auquel on passe à côté de quelque chose, c'est de donner de l'importance en fait à nos vécus, à nos émotions. On nous apprend l'objectivité c'est le monde avec ses règles et tout ça, mais la subjectivité, c'est qui moi, c'est comment à l'intérieur. Et plus on le laisse de côté, plus c'est effrayant ce truc-là, parce qu'on se dit mais je sais pas qui je suis, et puis je sais toujours pas qui je suis, tu vois, après plus de 20 ans là-dedans. Mais par contre, je sais que je me pose cette question régulièrement, que j'y reviens même quand c'est pas simple, et je pense que c'est essentiel. Et on passe à côté d'une grande partie de notre humanité si on fait pas ça. Donc voilà, ça donne une réponse. Je trouve que ça vaut le coup de prendre ce temps. T'es heureux toi aujourd'hui? Alors je me sens heureux, je crois que je me suis toujours senti assez heureux, je suis assez à l'aise avec le bonheur, tu vois, mais je pense pas l'avoir recherché par contre. C'est quoi pour toi le bonheur? C'est me réveiller le matin en me disant que c'est quand même génial la vie. Je suis un vrai amoureux de la vie, tu vois, si tu prends ma principale peur, c'est de mourir, en fait. J'aime tellement vivre qu'en fait je veux juste que ça s'arrête jamais. Je travaille dessus.
Ouais, du coup, ouais, t'as les outils pour, en tout cas. Ouais, après, tu vois, on peut garder des peurs aussi. Elle me dérange pas tant que ça, cette peur. Je trouve qu'elle elle me pousse à vivre aussi avec gratitude, déjà sur tout ce qui se passe, et puis avec intensité. C'est ce que t'as donné comme conseil à Tata Jacqueline, de se dire où je suis dans 20 ans, parce que le temps passe vite et que le temps a une fin à un certain moment. Et, a priori, en tout cas, pour encore un temps. Mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, quand on parle comme ça, il y a plein de fois où dans ces moments un peu tortueux que je passe, enfin, c'est même pas tortueux, mais c'est une sorte de tsunami. C'est l'océan. Des fois, il y a des petites vagues et tout va bien, ou même pas, des fois, il n'y a pas de vagues. Puis des fois, il y a des vagues un peu plus grandes et je comprends pas pourquoi, dû à la situation. Et j'ai beau me dire, la vie est courte, faut profiter. Tu sais, c'est comme si des fois, j'ai du mal à juste revenir sur la base, l'essentiel en fait. T'as un toit, t'as un boulot, t'as des amis, tout va bien. Pourquoi l'émotionnel prend le dessus, tu vois, J'ai l'impression que c'est profondément humain. Tu sais, si on se rappelle par exemple que quelqu'un qui est dans des conditions très modestes aujourd'hui vit mieux qu'un roi il y a 200 ans. C'est déjà, ça fait relativiser sur notre posture d'être humain. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un revenu minimum et tout ça vit sans doute a accès à de l'eau chaude, accès à de la nourriture, et un roi il y a 200 ans, il avait froid quand même l'hiver, tu vois, c'était pas si simple. J'exagère même pas. Puis on se déplace et puis on peut rencontrer des gens, on peut avoir accès à la connaissance. Mais je pense que l'être humain est profondément insatisfait en permanence en fait. Même le jour où on sera tous, peut-être si ça va vers ça, dans aucun besoin non satisfait, on sera quand même insatisfait. C'est notre propre d'être humain. Donc je crois que c'est pas la réalité qui compte, c'est comment on la vit. Et pour moi, l'hypnose, c'est pas changer la réalité, c'est changer comment on la vit au quotidien. Et parfois, apprendre à simplifier, c'est super important. Ou ce que tu viens de dire, on a l'essentiel, on est là, on est plutôt en bonne santé, on est en train de parler, c'est déjà génial en fait, c'est déjà incroyable. On peut sortir, on est dans une ville où on peut rencontrer des millions de personnes intéressantes, c'est quand même génial. Et je suis un profond optimiste, tu vois, et c'est marrant parce que souvent, évidemment, moi, les gens qui viennent me voir en consultation, ils sont profondément pessimistes, pour le coup, donc je fais semblant de l'être un peu pour être en raccord avec eux, mais souvent, à la fin des accompagnements, après un certain nombre de séances, tu vois, les gens retrouvent ce côté, souvent, sur la vie, en se disant, c'est pas mal quand même, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Grande question, qu'est-ce que le plus grand ? Tu sais, alors tout à l'heure je te disais, je me suis installé très jeune, j'ai créé cette école d'hypnose qui est quand même un truc, maintenant ça fait 20 ans, et j'en suis très heureux de cette école-là. Je pense que c'est si j'avais un accomplissement dont je suis fier aujourd'hui, c'est vraiment celui-là qui passe en premier en termes professionnels. En termes personnels, j'ai une petite fille. Et voilà, alors je ne suis pas pour grand-chose, tu vois, mais en tout cas, quand même. Oui, mais elle est ce qu'elle est. Elle se construit elle-même, mais elle est fascinante. Elle a quel âge ? Elle a 5 ans et demi. Ok, ah oui, le bel ouais, âge. Non, elle est toute petite. Elle est toute petite. Mais voilà, ouais, c'est deux compartiments de vie complètement différents. Mais derrière ça, il y a... Ouais, tu vois, tu dis qu'est-ce que j'accomplis de plus grand pour moi, une école d'hypnose, c'est parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est juste un endroit où les gens apprennent l'hypnose, mais c'est un endroit où on essaie de penser l'humain différemment, en tout cas. On a un centre de recherche avec des chercheurs, on essaie de mettre à jour des théories aussi pour mieux aider les gens. Et en fait, cette école, on y forme quelques centaines de praticiens d'hypnose, de praticiennes en hypnose tous les ans. Et au fond, moi je me dis souvent, tous ces gens-là, ils ont rencontré eux-mêmes des centaines de personnes. Peut-être que grâce à ce qui se passe dans cette école, il y a quelques centaines de milliers de personnes, c'est déjà pas mal, qui vont un peu mieux dans leur vie, qui sont peut-être un peu plus légers, qui souffrent un peu moins, qui ont retrouvé un peu d'espoir. Voilà, ça me touche, parce que je me dis c'est la contribution à ça, à tout ce qui est autour de nous. Écoute, j'ai envie de te remercier pour ce temps, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est en train de bavarder. Moi, c'est vraiment ce que je retiens de tout ce que tu dis. Tu dégages cet optimiste, hein. Ça c'est sûr, cet optimisme. C'est évident, il y a quelque chose chez toi qui est... Je reviens, hein, là je suis face à toi, donc c'est pas que dans des podcasts ou sur des vidéos YouTube, t'as quelque chose de presque hypnotique, je trouve, t'as quelque chose qui est vraiment agréable à écouter. Je pourrais t'écouter parler pendant des heures, je pourrais avoir 10 000 questions à te poser, mais ce que je retiens, c'est cette idée de s'écouter et de prendre les choses en fait, de prendre un temps pour soi. Tu vois, c'est dans tout ce que tu dis, même ça montre bien que toi aussi, il y a des moments où en fait tu t'arrêtes. Ah oui, bien sûr. Tu te dis ok. Et la toute première fois que je t'ai vu en conférence, je t'avais posé une question. Déjà,
à l'époque, D'accord. qui était comment tu utilises l'hypnose, et tu m'avais répondu, avant de faire la conférence, j'étais au fond et j'ai pris un temps pour moi parce que j'étais fatigué, Ouais. pour remonter en énergie. Tu avais répondu quelque chose comme ça. Ok, d'accord, ouais. Et ça montre bien que tu étais en tout cas tu pratiquais ce que tu dis. Mhm. Et ça, c'est top, parce qu'il y a des gens qui disent mais qui ne font pas. Et c'est intéressant, toi, de te voir... En fait, je pense, c'est drôle parce que ça touche à une valeur très profonde, ça. C'est, je sais pas comment on l'appellerait, mais j'ai l'impression presque que je dois ça aux gens que j'accompagne, d'utiliser mes outils. Je me sentirais pas, tu vois, d'arriver devant quelqu'un et puis de lui faire tester un truc que j'ai pas testé. Alors après, on est tous différents. Ce qui marche avec moi ne marchera pas forcément avec toi, mais il faut que j'ai testé ces outils-là, sinon ça colle pas. Et je pense que si un jour, tu vois, j'étais pas en phase avec ça, c'est-à-dire si à un moment donné j'avais un outil auquel je ne croyais plus ou quelque chose comme ça, j'utiliserais simplement pas. En fait, j'en parlerais simplement pas. Il y a des sujets d'accompagnement que j'ai pas pris pendant des années quelquefois parce qu'ils me parlaient pas. Puis après c'est venu, c'est des étapes de vie. Mais je pense qu'on est notre propre terrain d'expérience et que ça part de là. Et je crois que ça se sent. En plus, si à un moment donné on n'a pas fait cette démarche-là, je pense que parce que comme tu dis, il y a sans doute des thérapeutes qui accompagnent des gens pour des problèmes qu'ils n'ont pas réglés. Enfin, pas réglés. On peut pas tout régler, mais en tout cas qu'ils n'ont pas examiné au minimum. Et ça serait compliqué pour moi. Je pense que je ne pourrais pas me regarder dans la glace le soir, tu vois, avec ça. Ouais. En tout cas, pour ceux qui veulent connaître tes techniques, il y a les 2 livres. Ouais. Explorer les capacités de votre cerveau avec l'auto-hypnose aux éditions Le Duc, comme mincir sans régime grâce à l'auto-hypnose. Petite précision sur Mincir, on est plusieurs auteurs. Alors, je sais que Oui, totalement, évidemment. Ouais. Et du coup, moi je suis pas un spécialiste de la nutrition, parce qu'il y a une partie nutrition, il y a d'autres choses. Moi je me suis occupé de la partie hypnose, auto-hypnose même plutôt, avec des expériences pour comprendre un peu comment on fonctionne. Et vraiment il y a l'idée de sortir un petit peu du dogme même de la minceur, au fond, avec ça. Il y a l'idée de s'écouter, en fait, dans ce livre qui passe, je pense, de manière assez importante. Et c'est avec l'équipe de Top Santé, notamment, qu'on a travaillé. C'est toute la richesse du livre. C'est vrai que quand on lit, il y a une compréhension où tu mets l'éclairage sur ce que toi tu connais, et en même temps une compréhension sur le côté aliments, santé. Exactement, oui. Beaucoup plus, entre guillemets, enfin pas terre à terre, c'est pas comme si t'étais pas terre à terre, tu l'es aussi. Mais en fait, juste, ça permet d'avoir 2 éclairages différents pour avancer sur ce chemin-là. Et c'est ça que j'ai adoré aussi dans la lecture, quoi. On peut te retrouver sur ton Instagram. Ouais, exactement. On peut te retrouver, pour ceux qui sont intéressés par la pratique de l'hypnose, à l'Arche aussi. Il y a l'Arche, qui est l'école d'hypnose. Et puis il y a une application qui s'appelle Psychonaute pour apprendre aussi l'auto-hypnose. Exactement. Qui est plutôt chouette, avec plein de thématiques dedans pour ceux que ça intéresse. Ouais, il y a tous les liens dans la description, comme d'habitude, de toute façon. À très bientôt. À bientôt. Salut. Merci, Kevin. Ça a été ? Ouais, très bien, c'est passé très vite. Ouais, 1h pile, je regardais l'heure, donc je savais que c'était 14h15. D'accord, on aurait pu déborder 2-3 minutes, c'est pas... Mais chouette, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Moi j'ai adoré, j'aurais pu rester des heures et des heures et des heures, parce que je trouve que c'est passionnant. Et là, ce que je te disais, mais moi il y a vraiment un truc où là je me dis, il faut que j'essaye autre chose. Ça fait 4 ans que je suis en thérapie, j'ai fait du chamanisme, j'ai fait des stages de développement personnel, j'ai essayé énormément de choses, et en ce moment j'ai l'impression que ça ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin. Tu vois, Parfois il faut trouver l'outil qui nous parle vraiment, en fait. Et je me dis, est-ce que là c'est pas le moment d'essayer l'hypnose, tu vois, en lisant le livre, en essayant des choses, en me disant mais il y a peut-être autre chose à faire aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça que ma question n'était pas... Ouais, mais c'est bien parce qu'en plus ça fait vraiment plaisir. Tu pars de ton expérience. Du coup, c'est très concret comme conversation. Parce que c'est chouette que ça me fait plaisir que tu aies essayé les exercices. Mais en fait, je peux pas interviewer quelqu'un si j'ai pas envie. Je reçois souvent des livres, mais si j'ai pas envie, je peux pas. Je comprends, c'est hyper personnel. Ouais. La manière dont tu fais les interviews est assez intime en plus. Donc là, tu parles des gens et tout ça. Et j'aime bien, partir de mon expérience, parce que je pars du principe que même les gens qui écoutent, ils ont besoin de comprendre. Oui. Tu vois, de pas entendre de personnes qui vivent des vies, tu vois, comme si tout était facile, simple, voire presque superficiel dans l'interview. Et j'aime bien montrer que... Enfin, c'est même pas que j'aime bien, c'est que je suis comme ça, je peux pas faire autrement. Je suis obligé d'être moi-même et d'être authentique, tu vois, quelque part. Donc je fais comme je peux. Moi, je trouve ça très bien, c'est vraiment super.
Mais cool, tant mieux si ça t'a plu. Ouais, c'était un moment très agréable. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette entrevue avec Kevin Finel t'a plu, autant qu'à moi en tout cas, parce que c'est vrai que cet échange avec lui, avec cette voix hypnotisante, c'est le cas de le dire, je l'ai répété dans l'interview, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de très posé, de très calme. J'ai adoré en tout cas cet entretien. Est-ce que ça va te donner envie d'aller voir un petit peu plus loin, aller voir ton inconscient? Je te le souhaite en tout cas. Et puis écoute, tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, un petit commentaire, c'est vraiment, ça te prend 2 secondes, je me répéterai jamais assez, mais c'est ce qui permet à ce podcast d'exister, d'être plus connu jour après jour, et moi d'aller chercher ces personnalités si inspirantes. Donc si tu veux en entendre plus et davantage, juste cette petite contribution servira beaucoup, en tout cas, à faire grandir ce podcast. Tu sais bien que sur Osé by Nico, l'Instagram, tu as les vidéos pépites de cette interview également, que tu peux partager et également me faire un petit coucou en MP. Moi, ça me fait tellement plaisir quand vous venez me parler. Donc, n'hésite pas. Franchement, je te répondrai avec grande joie et avec plaisir. Je te dis à très bientôt. Salut!